Et bonjour à tous et à toutes, sur la chaîne des cartes sur table, c'est Astier, et on ne se retrouve pas sur du Star Wars Unlimited comme à l'accoutumée, mais bien sur du Lorcana. Tout de suite, le jingle. Ok, on se retrouve aujourd'hui pour parler des derniers reveals de cartes qu'il y a eu pour le 7-7, l'île d'Arcasia de Lorcana. Donc, tout simplement, aujourd'hui, on va pas se concentrer sur toutes les cartes, puisqu'entre la dernière vidéo de Nikoko et celle-ci, il y a eu plus de 80-90 cartes qui ont été révélées. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur les cartes rares, super rares et légendaires. Donc pour ceux qui ont un petit peu l'habitude de suivre l'Orcana sur la chaîne, vous savez tout simplement que c'est la première fois que vous me voyez sur l'Orcana. Alors j'avais pas mal joué au 7-1, et le jeu a un certain attrait que je lui trouve, et donc j'ai décidé de m'y replonger dedans. Ça me permet également de jouer avec ma chérie, donc c'est un jeu que j'apprécie, et puis avec nos personnages préférés, et j'adore ça. D'ailleurs, il y a un super format qui a été présenté par PL de la chaîne Valais PL Lorcana FR, qui est super, c'est le format mousquetaire, pour ceux qui connaissent, c'est comme le Duel Commander de Magic, et c'est un format dont on va très rapidement reparler sur la chaîne. Allez, sans plus attendre, on va parler des reveals. Donc là, c'est les reveals. Pour moi, on peut dire que je suis un peu un noob du jeu, donc on va avoir un petit peu l'avis vraiment débutant sur un jeu, mais qui peut se rapprocher un peu de l'avis le plus global. Donc en premier, on a Kinaï. Donc Kinaï, c'est le héros de Frères des Ours. Ici, on a une carte qui coûte 4, qui a 2 d'attaque pour 4 de résistance. Donc elle est ancrable, c'est assez intéressant. Donc si j'ai bien compris, il me semble que les cartes ancrables ont des stats un petit peu plus basses que les cartes non ancrables, ce qui est plutôt logique. Donc c'est un storyboard allié. Héros, qui nous dit qu'à la fin de notre tour, si ce personnage est épuisé, on peut choisir un autre personnage, le redresser, lui retirer tous ses dommages. Donc c'est plutôt cool, notamment pour préserver nos personnages qui vont aller trade. Il me semble les personnages qui ont combattant, enfin qui ont charge ou combattant, qui ont des boosts d'attaque lorsqu'ils attaquent. Ça peut être intéressant également pour protéger une de nos cartes maîtresses qui lore beaucoup et qui a déjà pas mal de dégâts dessus. Donc c'est une carte, je ne sais pas si elle sera présente partout parce que j'ai pas en tête tous les gros decks méta. Je vois bien le rouge-bleu, je vois bien le Steel Song, mais voilà, elle me semble plutôt sympa. Après, à voir en l'état. Après, vous avez Isabella Madrigal, donc qui avait été spoil en allemand, donc j'ai réussi à la choper en français, ce qui est plutôt cool. Donc là, on a une 3-3 pour 5 non ancrable. Storyboard allié Madrigal, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de Madrigal qui ont été spoil. Elle l'aura 4, c'est énorme, je crois que c'est les plus grosses stats de l'or, et je crois pas qu'il y en ait d'autres. Donc, c'est une carte qui dit qu'à chaque fois que l'un de vos personnages chante une chanson, ce personnage-ci ne peut pas être défié jusqu'au début de votre prochain tour. Alors du coup, c'est une super carte de renfort pour les decks Steel Song, qui va notamment pouvoir protéger la Cendrillon et tous les autres personnages qui peuvent aller chanter pour vous. Donc c'est, je pense, une carte qu'on verra dans énormément de decks. Peut-être que je me trompe, mais il me semble que c'est quand même relativement fort. Ensuite, on a Cendrillon. Alors, Cendrillon, c'est une 2-4 pour 4 ancrable qui dit que lorsque vous jouez ce personnage, on peut placer une carte objet, la pantoufle de verre, donc là c'est extrêmement précis, de notre défausse sous notre pioche, et on gagne 3 éclats de l'or. Donc c'est plutôt cool, puisqu'on va pouvoir un petit peu regagner des cartes dans le deck, donc éviter un petit peu de se consommer, et gagner 3 de l'or, enfin, ça me paraît fou, surtout que la pantoufle de verre, elle est plutôt forte. Alors, la paire parfaite, forcément, on ne peut pas en avoir plus de 2 exemplaires dans notre deck. C'est une carte qui coûte 2 et qui est non ancrable, mais c'est surtout que lorsqu'on le bannit, alors dans tous les jeux, bannir, c'est on l'enlève carrément du jeu, mais il me semble que, si je dis pas de bêtises, vous me direz dans les commentaires, que dans l'Orcana, quand on bannit, c'est le fait de mettre à la défausse, puisque il me semble que les personnages ne sont pas détruits, mais ils sont bannis, justement, c'est le mot qui est employé, et qui fait qu'ils sont dans la défausse. Donc on peut le bannir en inclinant nos personnages prince, on va dire le prince charmant, et on peut chercher une carte personnage princesse, dans notre deck, la révéler à tous les joueurs, et on la place dans notre main, mélanger la pioche. Donc vous l'aurez compris, la combinaison, c'est j'ai la pantoufle de verre, un prince, je bannis ma pantoufle dans ma défausse, j'incline mon prince, je vais chercher ma Cendrillon, au tour d'après je la joue, je remets la pantoufle sous mon deck, 3 éclats de l'or, et avec Cendrillon, je peux aller l'orer pour 2, ça fait 5, ça me paraît plutôt sympa. Après voilà, c'est un deck avec pas mal de tutos, c'est un deck qui va être tribal, princesse, prince, mais ça me paraît plutôt sexy. Ensuite, on a Chernabog, donc une 2-6 pour 5, de grosse stats de défense, mais qui est non ancrable. Et lorsque vous jouez ce personnage, chaque adversaire choisit l'un de ses personnages redressés et l'épuise. Donc,
c'est très intéressant, en tout cas je vois avec le prisme de joueurs de Star Wars Unlimited et de joueurs de Magic, c'est votre adversaire, pardon, des fois ne va pas envoyer l'orée ou attaquer un de ses personnages pour le protéger, pour ne pas que vous puissiez le cibler. Avec Chernabog, ça permet donc d'incliner ces personnages pour pouvoir aller chercher le personnage clé qui ne souhaite pas incliner, donc c'est plutôt cool. Et les personnages épiés de cette manière, en plus de ça, ils ne se redressent pas lors du prochain tour. Donc au-delà d'aller chercher, ça permet aussi d'incliner un personnage que vous allez empêcher d'attaquer ou de l'aurer au prochain tour. Je sais plus s'il y a des sides au compétitif, j'ai pas encore fait de compétitif sur l'Orcana. La carte comme ça, je la mettrai peut-être pas dans un deck d'office, mais en tout cas je la mettrai en side, c'est sûr, pour pouvoir aller chercher les personnages clés de mon adversaire, au-delà du fait de l'embêter. Alors ensuite on a Kenai, donc Kenai, il nous dit Challenger plus 2, justement c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que lorsque le personnage est challenge, il a plus 2 en attaque, donc ça fait une 3-4 lorsqu'il attaque, 3 d'encre, en crabe, pardon, 3 de coups, et durant notre tour, lorsque ce personnage est banni pendant un challenge, on peut le refaire revenir dans sa main et gagner 1 de l'or. Donc c'est très intéressant parce que Kenai, il va être extrêmement important pour pouvoir aller chercher des créatures, comment on peut dire, des héros adverses, pour pouvoir les défier. Avec 4 en plus en points de vie, ça permet de résister à pas mal d'unités, et donc d'aller faire souvent des doubles trades, et en plus de ça, il se recycle, puisqu'il revient dans notre main à chaque fois, et en plus de ça, on gagne un leurre. Donc ça va obliger votre adversaire à le gérer avec une carte de gestion, une action ou autre. Donc ça me paraît être une bonne carte, en tout cas. Pour le format mousquetaire dont je parlais tantôt, souvent ce qu'on va avoir comme problème dans les formats mousquetaires à 100 cartes, c'est le fait d'avoir assez de cartes à jouer. Donc avec Kenai, en fait, on peut tout le temps aller gérer du board tout en s'assurant d'avoir tout le temps une carte à jouer à partir du tour 3. Donc pour moi, c'est une carte qui est plutôt intéressante, en tout cas dans le format mousquetaire. Dans le format standard, je ne sais pas encore. Je vous laisse me dire dans les commentaires s'il y a des bêtises que je dis, ou s'il y a des cartes qui sont très intéressantes avec d'autres, n'hésitez absolument pas à nous en parler dans les commentaires, ça me permettra moi de gagner déjà en compréhension, en expertise, et surtout de pouvoir mettre en lumière des combos auxquels je ne penserais pas comme ça avec ma faible expérience. Pour les cartes Emerald, si je dis pas de bêtises, c'est ça, vert, ça me paraît logique. Une 1-1 pour 2, donc un Donald, qui est Dreamborn Hero Pirate, qui l'or pour 2, et qui dit que chaque fois que ce personnage est défié, vous pouvez envoyer une carte action qui n'est pas une chanson de votre défausse dans votre main. Donc c'est plutôt cool, puisque ça nous assure d'aller l'orer pour 2. Bon, ça se fait trade sur absolument tout, mais ça permet de recycler les cartes actions qui sont dans notre main, dans notre défausse, et de pouvoir les rejouer. Donc votre adversaire, il va avoir un petit peu ce choix cornélien de qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je vais le gérer et au risque de lui faire récupérer des cartes actions dans sa main, ou est-ce que je le laisse l'orer pour 2 à tous les tours, puisque au bout d'un moment, quand même, l'orer pour 2, ça va vite, on le laisse rien que 3 tours, 6 de l'or, ça fait déjà 30% de fait. Donc c'est un petit choix qu'on a mis, après une 1-1, ça se gère assez rapidement et assez facilement. Alors Shere Khan, une 4-4 pour 4, des très bonnes stats, qui l'or pour 4, à l'image de Madrigal tout à l'heure, mais ici, lorsque vous jouez ce personnage, vous allez défausser votre main. Donc là, comme ça, de prime abord, quand je m'imagine un petit peu de ce que je vois sur Magic, vous allez souvent essayer de vomir votre main, c'est-à-dire de jouer beaucoup d'unités, de plus rien avoir en main, comme ça, lorsque vous jouez Shere Khan, en fait, vous vous défaussez de pas grand-chose, et ça en fait une sacrée menace. Par contre, voilà, le petit twist, c'est que derrière, vous n'avez plus rien à jouer, ou plus rien pour répondre, à part les cartes que vous allez piocher au début du tour. Donc je sais pas trop quoi en penser, ça me paraît quand même assez fort au niveau des stats et au niveau du lore, donc c'est pour ça aussi que son effet est aussi disruptif pour vous-même. On passe directement au rubis, alors là, Milotach, bien évidemment de l'Atlantide, une 2-2 pour 2 ancrables, donc déjà au niveau des stats c'est plutôt bon, avec 1 de l'or, mais c'est surtout qu'à chaque fois que vous jouez une action, on peut choisir un personnage qui gagne plus 2 d'attaque pour le reste du tour, donc n'importe lequel des vôtres, également ceux de votre adversaire. Là, sur Star Wars, je sais qu'il y a des intérêts, là, je ne sais pas s'il y a un réel intérêt de faire gagner des stats d'attaque à un adversaire, mais c'est surtout aussi que vous pouvez le faire gagner sur Milotach lui-même, puisque c'est pas un autre personnage, c'est un personnage tout court, donc c'est plutôt cool pour pouvoir aller chercher certaines menaces. J'aime beaucoup la carte. Donc là, on a le méchant justement de l'Atlantide, Lyle, Tiberius Rourke, une 6-4 pour 8, donc ça coûte très cher, c'est ancrable heureusement, sinon ça ferait une carte relativement morte. Ça l'or pour 3, mais surtout qu'une seule fois durant votre tour, lorsqu'une carte est placée dans votre réserve d'encre, infligez 2 dégâts
de dégâts, de dommages à chaque personnage en jeu. Donc là, il n'y a pas de condition, c'est vraiment les vôtres comme ceux de votre adversaire. Donc je le vois plutôt, vu les stats et vu le lore et l'effet, je le vois plutôt comme un finisher, vous le jouez à la fin de la game pour un petit peu enterrer la partie. Après, moi de prime abord, c'est pas une carte qui m'attire trop pour jouer. Justement, on a de la compagnie, donc ici, vous pouvez mettre prêt tous vos caractères et ils gagnent Reckless ce tour-ci. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas lorer. Ils sont obligés, si possible, d'aller attaquer d'autres unités. Donc là, c'est surtout pour pouvoir clear le board. Ça peut être plutôt intéressant selon le contexte. On passe directement au saphir. Donc au saphir, on a la Clarabelle. La Clarabelle, alors je sais qu'il y en a une qui est une légendaire qui est verte. Je ne sais plus de quel set, mais je sais qu'elle est jouée. Je la vois souvent dans les decklists. Une 3-3 pour 4 ancrable. Ici, soutien. Donc soutien, on rappelle, hein, c'est écrit. Lorsqu'elle part à l'aventure, donc pour l'orer, elle peut donner sa puissance d'attaque à un autre personnage pour le reste du tour. Et ici, vos autres personnages avec soutien gagnent plus 1. Donc là, je vois ça dans un deck où vous avez beaucoup de personnages soutien qui vont aller lorer, qui peuvent aider certains autres pour pouvoir aller chercher des trades avantageux. Après, de là à dire qu'elle sera jouée, je suis pas certain. Enfin, en tout cas, de ce que je vois, c'est pas un truc qui me percute là comme ça. Ensuite, on a Lucky. Donc, Lucky, c'est une 1-3 pour 3 non ancrable qui dit donc suivre ma voie. Donc, à chaque fois que ce caractère part à l'aventure, donc l'oré, vous pouvez regarder les 2 premières cartes au-dessus de votre deck. Vous pouvez révéler autant de puppies, donc vous savez, c'est les dalmatiens tout simplement. Vous pouvez, c'est le petit sous-titre qu'on a ici, le petit trait. Vous pouvez en révéler autant que vous le souhaitez et les mettre dans votre main. Tout le reste, vous le mettez en dessous de votre deck. Donc ça, je le vois dans un deck ambre saphir avec tous les avec tous les dalmatiens. Je vois pas trop dans quel autre contexte ça peut être joué. Peut-être que je me trompe, mais c'est vraiment pour ça, à mon avis, qu'elle a été créée, celle-ci. Ça me fait penser un peu au deck tribal, balai magique. C'est quoi? C'est améthyste acier, si je dis pas de bêtises, violet gris. Il me semble que c'est ça. Hein. Donc plutôt intéressante jusque-là. Ah, ça, l'Akida, je sais qu'elle a été révélée par ValetPL sur leur chaîne ValetPL de Orkana FR. Et justement, la carte est plutôt cool, une 3-3 pour 4. Les stats sont correctes, c'est pas non, ça reste pas grand-chose, mais ça reste correct, ça reste ancrable, très important. Ça leur pour eux, donc c'est pas foufou. C'est surtout que c'est hors d'atteinte. Donc les adversaires ne peuvent pas choisir ce personnage, seulement par défi. Donc déjà, vous êtes un petit peu immunisé à toutes les cartes d'action. Clé de l'énigme, donc ici c'est ce qui va être intéressant, lorsqu'on l'incline, on peut regarder les 2 premières cartes de notre pioche, on en place une dans notre réserve d'encre, face cachée et épuisée, donc notre adversaire, lui, ne peut pas savoir ce que c'est, techniquement, alors je sais pas, je sais que sur Unlimited, on peut à tout moment regarder les cartes qui sont dans les ressources. Je vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire à l'Orkana. Dites-moi si je dis une bêtise. Il me semble que vous pouvez avoir cette info, à moins que je me trompe, mais ça me paraîtrait un petit peu illogique. Et l'autre sur la pioche. Donc ça permet 2 choses. Ça permet dans un premier temps de ramper et donc de gagner en vitesse par rapport aux ressources que vous allez avoir par rapport à votre adversaire. Je sais que notamment le deck bleu-rouge là qui fait sensation depuis un bon mois, et avec ses typos je crois, il a toute cette vocation. Il y avait aussi le Mickey enquêteur du tout premier set. Donc ça permet de s'accélérer, de rampe, et ça permet également de contrôler ce qui va arriver au prochain tour. Donc en fonction de ce qu'on souhaite avoir ou non. Et je trouve ça très cool, puisqu'on choisit la carte. D'ailleurs, je dis une bêtise, juste avant, ben forcément, vu que vous avez regardé les 2 premières cartes de votre pioche, et que vous en placez une face cachée dans votre réserve d'encre, vous savez, par la force des choses, laquelle c'est. Donc voilà, j'ai ma propre réponse à ma réflexion. J'essaye de pas trop parler non plus, pour pas que ça dure 1000 ans, mais c'est plutôt intéressant de la découvrir, c'est une super carte, et j'aime beaucoup l'art. L'art est plutôt sympa, plutôt cool. Alors ici, une 1-2 pour 1 qui est non ancrable, mais c'est pas tellement grave, puisque si on l'a en main de départ, c'est souvent on va la jouer, puisqu'elle a l'heure pour 1. Et surtout que une fois durant notre tour, à chaque fois qu'une carte est mise dans notre réserve d'encre, on peut regarder la première carte de notre deck. Et celle-ci, on peut choisir soit de la mettre sur le dessus, soit sur le dessous. Donc ça permet de cycler un petit peu et de contrôler ce qui va arriver. C'est plutôt intéressant, c'est relativement faible, on ne va pas se leurrer. Lorsque ça aura leurré une première fois, ça risque de se faire trade assez facilement. Mais voilà, vous pouvez contrôler sur un tour ce qui va arriver ou non, et ça peut être plutôt cool.
Allez, on passe aux cartes acier. Aux cartes acier, donc on a une Raya 1-4 pour 3 qui l'or pour 2. Les stats sont pas faux folles, notamment en attaque, mais ça peut résister à une attaque. Après, au tour 3-4, on a souvent quand même des cartes qui ont 4 d'attaque, donc à voir, surtout que ça l'or pour 2. Durant notre tour, à chaque fois qu'une carte est placée à nouveau dans notre réserve d'encre, ce personnage gagne résistance plus 1. Donc plus du coup, puisque toutes les sources de dommages qui vont lui être infligées vont être réduites de 1. Donc c'est vrai que Raya va souvent, mon avis, l'aurer 2 fois. Donc on peut s'imaginer que ça va être plutôt cool, à voir si l'adversaire va avoir assez pour pouvoir le gérer. On a le Aladdin. Alors l'Aladdin, vous verrez plus tard, là, l'art, il se rejoint avec une autre carte qu'on verra plus tard. Donc Aladdin, c'est une 2-4 pour 4 qui l'or pour 2. À chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez jouer gratuitement un personnage allié coûtant 3 ou moins. Donc ça, c'est plutôt cool, puisqu'encore une fois, vous allez l'orer. Vous allez pouvoir vous accélérer en jouant gratuitement un personnage. Donc sur un tour, vous pourrez potentiellement jouer jusqu'à 2 personnages. Et tant que ce personnage est épuisé, vos personnages alliés, ils gagnent plus en attaque. Donc vous allez... Ce qui est plutôt cool, c'est qu'Aladdin, en fait, il va se protéger lui-même dans le sens où il va l'aurer, vous allez pouvoir jouer un allié qui coûte 3 ou moins et jouer potentiellement une autre carte, et vos autres personnages alliés vont gagner plus en attaque, donc ça peut être plutôt cool, puisqu'on peut s'imaginer un personnage allié avec charge, je ne sais pas s'il y en a, qui vient, qui gagne le plus 1 puisqu'Aladdin est épuisé, qui va pouvoir aller chercher l'unité adverse qui pourrait gérer votre Aladdin, donc c'est plutôt cool, je vois ça comme une carte qui va être effet boule de neige, vous voyez. Ici, donc, Atlantis restauré ou restauration d'Atlantis, c'est une action qui dit vos caractères ne peuvent pas être attaqués jusqu'au début de votre prochain tour. Donc c'est un peu, vous savez, comme j'ai vu se passer, comme sur Yu-Gi-Oh, les épées révélatrices de la lumière, où les monstres adverses ne peuvent pas vous attaquer, tout simplement. Bon, par contre, ça ne les empêche pas de l'aurer, on va pas se mentir, mais ça vous permet de vous protéger sur un tour, ça peut être plutôt cool. Là, encore une fois, si side il y a, pour moi, c'est une très très bonne carte de side pour les decks, j'allais dire ambre, pour les decks acier. Et enfin, on va passer aux cartes donc, qui sont double encre, donc c'est double couleur. C'est vraiment la nouveauté de ce set que je trouve plutôt intéressante, mais qui ont tendance des fois à être relativement fortes. Donc ici, la famille Madrigal, donc elle coûte 5, elle reste ancrable, donc c'est plutôt cool. Vous pouvez donc, c'est une chanson, et donc vous pouvez incliner un personnage qui coûte 5 ou plus pour la chanter gratuitement. Et vous regardez les 5 premières cartes de votre pioche. À partir de ce moment-là, vous pouvez révéler jusqu'à une carte personnage madrigal et une carte chanson parmi elles. Donc souvent, c'est vrai que ça va plutôt avoir tendance à comboter entre eux. Et vous allez pouvoir placer les cartes révélées dans votre main. Donc avec une carte, vous en piochez 2 au final, et vous avez le choix parmi 5 cartes. Par contre, les autres cartes, vous les placez sur votre pioche et dans l'ordre de votre choix. Donc la carte est folle puisqu'elle vous fait piocher 2 cartes parmi un personnage et une chanson, et qui plus les 3 autres cartes, vous les remettez dans l'ordre de votre choix sur votre deck. Donc ça vous permet de contrôler ce que vous allez piocher pour les 3 prochains tours. Je trouve la carte sensationnelle. En tout cas, avec tous les personnages Madrigal qu'on a vu passer dans les derniers reveals, on se doute bien qu'il va risquer d'y avoir pas mal de decks autour de cette famille. Donc si je dis pas de bêtises, Madrigal, il me semble que c'est Encanto. Je dis il me semble parce que c'est un des Disney que j'ai pas encore vu, malheureusement. Justement, la Jasmine, qui est au-dessus d'Aladdin, vous l'aurez compris dans l'art. Donc ici, c'est une 3-5 pour 5 de bonne stat. Elle, également comme Aladdin, n'est pas ancrable. Vous l'aurez compris, vu qu'elle coûte 5, elle ne peut pas être jouée gratuitement par l'effet d'Aladdin. Elle l'aura également pour 2. Et surtout qu'à chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, si vous n'avez aucune carte en main, vous pouvez piocher une carte pour chaque personnage allié que vous avez en jeu. Là, c'est plutôt cool parce qu'à partir du moment où vous avez 2 ou 3 alliés, et vous l'aurez compris, on la joue souvent avec notre Aladdin national. Aladdin, il va avoir tendance à jouer d'autres alliés, donc vous allez pouvoir l'aurer, on va dire, imaginons pour 4, et piocher autant de cartes que ce qu'il y a d'alliés. Ça peut être plutôt cool. Par contre, ça nécessite d'avoir beaucoup d'unités sur le board, et donc que votre adversaire soit est en train de faire la course et potentiellement de gagner, soit ne fait rien et ne gère pas vos unités, chose que j'ai du mal à croire. Alors ici, j'ai vu que cette carte, elle commence déjà à être détestée alors qu'elle n'est pas encore sortie. Donc le geyser d'encre qui coûte 3, qui est non ancrable, et qui dit que tous les joueurs épuisent leurs cartes qui sont dans leur réserve d'encre. À partir de là, tous les joueurs qui ont plus de 3 cartes dans leur réserve d'encre vont reprendre aléatoirement des cartes de leur réserve et les mettre dans leurs mains jusqu'à avoir 3 cartes. Donc on reprend. Je la joue, tout le monde incline ses encres, mon adversaire il a 5 cartes encre, il va devoir en récupérer 2, donc jusqu'à avoir 3 cartes, il les mélange, il en récupère 2 de manière aléatoire dans sa main, et il se retrouve avec 3 cartes d'encre. Ça permet notamment de contrer les stratégies où votre adversaire va ramp, à ceci près que vous allez lui donner énormément de solutions en main. Mais
en général, dans les decks ramp, on le sait, vous allez pas avoir beaucoup de solutions en main. Vu que vos cartes coûtent cher, si vous n'avez pas les ressources nécessaires, vous ne ferez rien, même si vous avez 18 cartes en main. Ensuite, on a le Kronk. Alors, Kronk décontracté, je suis content parce que, bon, il était sorti en italien au début, ça va à peu près, mais c'est quand même plus facile. Hors d'atteinte, encore une fois, on ne peut pas être ciblé, à part pour un défi. Salor pour 2, c'est une 4-4 de très bonne stat pour 5, non ancrable. Mais si un effet devait vous faire défausser une ou plusieurs cartes, ne les défaussez pas. Et vous l'avez compris, là où Kronk est excellent, c'est si vous avez dans le même deck, vous jouez Kronk, vous jouez le Sherkan, la 4-4 pour 4, qui l'aura 4, qui vous dit de vous défausser de toute votre main. Vous ne le faites pas. Et là, vous avez vraiment un board solide, puisque vous avez 2 4-4 sur le board, avec l'or pour 4, l'or pour 2, et qui fait que vous ne vous défaussez pas de votre main. Ça, pour le coup, c'est une excellente carte, notamment dans cette optique. Enfin, on a Merlin, une 0-1 pour 1 ancrable, qui est l'or à 1, c'est pas foufou, mais à chaque fois que ce personnage va aller partir à l'aventure, vous pouvez nommer une carte, vous allez la révéler, donc vous allez révéler la carte du dessus de votre deck. Si c'est bien le nom de la carte que vous avez nommée, par exemple, je dis une bêtise, mais balai magique, vous allez pouvoir le mettre face cachée dans votre réserve d'encre. Sinon, vous le laissez sur le dessus de votre deck. Donc c'est plutôt cool parce que bon, vous révélez un petit peu à votre adversaire ce que vous avez, mais ça permet de vous accélérer de manière assez conséquente. À voir si ce sera joué, ça ne coûte pas grand chose. Donc l'avantage c'est que les cartes qui coûtent 8, forcément même dans des phases de test, on ne peut pas les tester à tous les matchs. Une carte qui vaut 1, on peut la tester sur 10, 15, 20 parties, sans souci, on verra vite si ça fait son effet. Et John Silver, alors John Silver il a été spoil aujourd'hui même, puisque cette vidéo je l'avais déjà en partie enregistrée, j'étais pas forcément satisfait, donc tant mieux, cette carte a été spoil aujourd'hui, donc aujourd'hui on est le lundi 17 février pour ceux que ça intéresse. Donc c'est une 6-4 pour 8 ancrable. Les stats sont bonnes, ça vient un petit peu en boss de fin de partie, ça l'or pour 2, attiré par le combat exactement comme dans le film La planète au trésor. Donc on peut jouer ce personnage qui vous coûte 2 de moins si un personnage adverse a subi au moins un dommage ce tour-ci. Donc plutôt cool, donc on peut la jouer pour 6. Résistance 1, donc on réduit tous les dégâts qui nous sont effectués de 1, donc ça c'est plutôt sexy, et notamment quand on n'a que 4 points de vie. Et c'est surtout que, crois surtout pas que je me dégonfle, chaque fois que vous jouez une action qui n'est pas une chanson, vous pouvez choisir un personnage et lui infliger un dommage. Donc c'est plutôt cool parce qu'avec, mettons, vous jouez une action qui va être une gestion de créatures, vous allez gérer une créature de votre adversaire, puis vous pouvez faire le petit ping de 1 dommage sur une autre pour pouvoir aller terminer ou entamer une créature et la mettre à portée d'une de vos autres unités. J'adore la carte, et l'art, pour le coup, l'art est fabuleux, j'ai hâte de voir ce que ça donne en foil, parce que le foil, j'admets que sur l'Orcana, il est superbe, vraiment c'est très réussi, donc j'ai hâte. En plus on voit qu'il va trigger avec beaucoup de choses, parce qu'il est storyboard méchant, alien, pirate, capitaine, il peut rentrer dans beaucoup de decks. Bon, beaucoup de decks, mais du moment qu'il reste acier et émeraude. On va passer dès à présent au super rare, donc ça a été un petit peu long, vous inquiétez pas, il y a les timecodes de la vidéo pour pouvoir accélérer. Donc on va passer au super rare. Les super rares, on a Yzma, une 3-8 pour 7 qui est ancrable. Donc les stats me paraissent assez résistantes. Alors pour 2, Alter 5, on sait qu'il y a des Yzma qui ont été révélés dernièrement. Ça gagne insaisissable, donc c'est plutôt cool. On sait que c'est souvent l'adage des cartes justement vertes et violettes. Et chaque fois qu'un autre personnage est banni via un défi, donc quel que soit le personnage, qu'il soit allié, donc un des vôtres, ou qu'il soit adverse, vous pouvez le renvoyer dans la main de son propriétaire. Enfin, vous pouvez, vous le faites d'ailleurs. Puis ce joueur se défausse d'une carte au hasard. C'est plutôt cool, dans le sens où si vous le faites à votre adversaire et qu'il n'a pas de carte en main, vous savez exactement la carte qui va être défaussée, ou à contrario, vous allez faire bannir des cartes de votre adversaire, donc en plus de ça, vous lui gérez ces créatures qui sont sur le board, et vous lui enlevez les options qu'il y a dans la main. C'est plutôt sympa, et en plus c'est surtout que l'adversaire ne choisit pas. Alors attention, ça le fait à vous aussi, hein. Si par exemple un de vos personnages est banni via un défi, vous le renvoyez dans votre main et vous vous défaussez d'une carte. Donc attention à comment vous faites. Bien évidemment, vous l'aurez compris, tout l'intérêt c'est de comboter avec le Kronk qu'on a vu juste avant, et donc vous n'avez pas à vous défausser d'une carte. Ici, montre-moi un avantage, j'aime beaucoup. Pour 2, chaque joueur pioche 3 cartes. Le seul souci, c'est que votre adversaire le fait aussi. Donc à voir un petit peu dans quelle stratégie ça peut rentrer. J'ai pas forcément grand-chose de plus à dire sur cette carte. King Candy, Storyborn Villain King Racer. Donc lui, j'ai bien vu qu'il y avait beaucoup d'unités pilotes, notamment le sergent Kaloun qui est acier. J'ai vu qu'il était dans pas mal de decks. Donc c'est une 2-2 pour 4. Au niveau des stats, c'est pas fou, ça l'or pour 2. Par contre, c'est en effet, à chaque fois qu'un autre de vos personnages pilotes est banni,
chaque adversaire choisit et bannit un de ses caractères. Donc c'est cool, puisque à chaque fois que, mettons, le plus petit, vous perdez le plus petit pilote, que sais-je, un 2, votre adversaire, ça va l'obliger à bannir un de ses personnages. Quand bien même, le seul qu'il est, c'est un 7-7, ben, il est banni, tant pis. Il faut gérer le King Candy en premier. On a la Mulan, une 5-6 pour 7 ancrable. Les stats me paraissent relativement bonnes. Shift 5, donc on rappelle, Alter 5, vous posez sur une ancienne Mulan et ça vous coûte que 5 pour pouvoir la jouer. Évasive, c'est ce qu'on a vu juste avant, c'est insaisissable. Et leader exceptionnel, à chaque fois que ce caractère va défier un autre personnage, vos autres caractères gagnent. Ce caractère peut attaquer, enfin ce personnage peut attaquer des personnages ready. Donc encore une fois, un petit peu comme on l'a vu tout à l'heure avec, c'était Chernabog, Mulan, elle va permettre à vos autres personnages d'aller chercher les personnages que votre adversaire ne souhaite pas incliner pour les protéger. Et c'est plutôt cool. Alors après, votre adversaire, attention, vu qu'il n'y a pas charge, il va le voir venir, mais potentiellement, ça va l'embêter puisque ça va lui retarder sa stratégie. Alors ici, on a Pete, donc le Space Pirate, Foodborne Villain Pirate, une 5-5 pour 6, les stats sont très bonnes, ça leur pour 2, Alter 4, donc ça reste très fort puisqu'on sait qu'il y a Pat, Pat l'arbitre, il me semble que c'est une carte qui vaut 4, qui est relativement embêtante, j'ai plus l'effet exact en tête, mais je sais que c'est une carte acier que j'ai vue, et elle a quelque chose qui est plutôt cool, puisque tout à l'heure, on a vu Isabella Madrigal, qui était un bon support pour les cartes, les decks Steelsong. Ici, on a une carte qui va venir un petit peu les gêner, puisque c'est vrai que c'est un deck qui est très présent dans la méta, en tout cas de ce que je peux en voir. Et il dit qu'à chaque fois que pendant que ce personnage est épuisé, les personnages adverses ne peuvent pas s'épuiser pour chanter des chansons. Et en plus de ça, tous vos personnages pirates gagnent Résiste 1, lui y compris. Donc c'est plutôt cool, puisque vous allez gêner totalement la stratégie de votre adversaire. Attention, ça coûte quand même un peu cher, donc ça arrivera plutôt en mid-game. Mais en plus de ça, il va gagner en résistance et votre personnage aussi. J'aime beaucoup la carte. J'aime beaucoup le fait qu'on propose des supports pour des decks déjà existants, mais qu'on propose également des cartes qui permettent de venir les gêner. C'est plutôt intéressant parce que ça évite d'avoir une... Comment dire, comme on a pu avoir à un moment donné sur Star Wars Unlimited, d'avoir une mainmise sur la méta de la part de certains decks, ce qui peut être un peu pénible, en ce sens des fois un petit peu floué. Ici, la Reine des Cœurs. La Reine de Cœur, donc, 2-6 pour 5, non ancrable. Au niveau des stats, on est dans une moyenne quand même de 8. Ça leur pour 2, Alter 3. Et à chaque fois qu'un autre personnage est joué, vous pouvez mettre donc à chaque fois qu'un autre personnage est joué, vous mettez un dégât sur lui. Alors attention, que ce soit un des vôtres ou un de vos adversaires. Donc c'est plutôt cool parce que vos adversaires, par exemple, ça les empêche de jouer des petites unités pour venir vous embêter, puisque, par exemple, si on joue une unité qui a 1 point de vie, elle meurt instantanément. Ensuite, on a Gantu. Alors Gantu, plutôt cool. 2-4 pour 4, non ancrable, c'est un peu embêtant, mais le 2-4, il est plutôt sympa. Mais c'est surtout que quand vous jouez ce personnage, les personnages, alors là, c'est tous, hein, ne peuvent pas s'épuiser pour chanter des chansons jusqu'au début de votre prochain tour. Et enfin, chaque player, et enfin, chaque joueur doit payer 2 ressources de plus pour jouer des actions ou des objets. Donc là encore, on a une autre possibilité pour venir gérer. Là encore, on a une autre possibilité pour venir gêner les decks Steelsong. Donc c'est plutôt cool parce que tout à l'heure, Pat, on a bien vu qu'il est vraiment exclusif au deck vert gris. Gantu ici, il pourra rentrer dans tous les verts gris. Donc là, pour le coup, c'est une très bonne carte de side. Et enfin, le spoil d'aujourd'hui, donc je rappelle, donc du lundi 17 février, on a Hiro Imada, qui est Alter 5, une 4-6 pour 7 de très bonne stat, qui vient souvent en fin de game ou alors grâce à l'alter en mid-game. Ça alors pour 3, c'est très cool. Et vos personnages football avec une carte sous eux gagnent insaisissable et hors d'atteinte. Donc vraiment, on ne peut quasiment pas les gérer. On ne peut les gérer que par un défi avec un personnage insaisissable. On ne peut les gérer par aucun autre moyen. Donc c'est plutôt cool, à part des races de masse, enfin des gestions de masse, mais ils ne peuvent pas être ciblés pour une gestion et ils ne peuvent pas être attaqués par d'autres personnages qui n'ont pas insaisissable. Vous l'aurez compris, du coup, Hiro Imada, bien évidemment, vous le jouez en alter puisqu'il va se protéger lui-même, il va gagner lui-même insaisissable et hors d'atteinte. Très intéressant. Et on passe enfin aux cartes légendaires de ce 7-7. Et donc on va avoir en premier Mini, une 1-2 pour 2, donc encore une fois ça facilite les tests, qui ne peut pas l'aurer, enfin en tout cas
nativement, mais qui dit chaque fois que vous jouez un personnage, ce personnage-ci gagne plus 1 de l'or pour le reste de ce tour. Donc là, de prime abord, je le verrais bien dans un deck, vous savez, Swarm, on va jouer plein de petites unités, on joue mini au tour 2, après on en joue 2 ou 3, et on va pouvoir l'orer à chaque tour pour pas grand-chose. Et chaque fois que ce personnage part à l'aventure, choisissez un personnage adverse qui perd autant de points d'attaque et de points de l'or que K mini jusqu'au début de votre prochain tour. Donc tout l'intérêt, ça va être de jouer beaucoup d'unités, incliner mini pour aller gagner un maximum de l'or, empêcher votre adversaire d'aller l'orer tout en réduisant ses points d'attaque pour pouvoir protéger mini et éviter qu'elle se fasse gérer de suite. Je trouve la carte très bonne. Après, attention, je peux me tromper. Lady Tremaine, une 3-3 pour 6, qui est non ancrable mais qui l'or pour 2, et qu'ici, lorsque vous l'inclinez, vous pouvez return chosen damage character to the player hand, donc vous pouvez renvoyer dans la main d'un joueur une de ces unités qui est... Donc vous pouvez l'épuiser, et vous allez pouvoir renvoyer dans la main de son propriétaire une unité qui a des dégâts sur elle. Donc à la fois une unité adverse ou une dévote pour pouvoir la protéger. Ensuite, chaque adversaire se discarde d'une carte au random, donc aléatoire. Donc c'est plutôt cool, vous voulez protéger une des vôtres, vous inclinez Lady Tremaine, vous renvoyez votre unité qui a des dégâts sur elle dans votre main pour la protéger, pour pouvoir la rejouer tout à l'heure, plus tard, et votre adversaire lui-même va se discarder d'une carte. Ou alors votre adversaire n'a plus rien en main, vous lui renvoyez une de ses cartes en main, il la discarde, c'est plutôt cool. Donc Baloo, c'est une 5-4 pour 6, donc heureusement elle est non ancrable, sinon elle aurait vraiment été très forte, et surtout qu'elle permet de protéger vos personnages qui ont 7 points d'attaque ou plus, puisqu'ils ne peuvent pas se voir infliger de dommages. Donc c'est plutôt cool pour pouvoir protéger vos unités. Attention, par contre, vous pouvez prendre des gestions avec des cartes actions. Et alors là, vous avez une action légendaire, je la trouve géniale parce qu'elle permet d'ajouter un petit peu de fun au jeu. Donc le retour d'Hercule, pour 5 ancrables, chaque joueur peut révéler une carte personnage de sa main et la jouer gratuitement. Plutôt cool. L'intérêt, vous l'aurez compris, vu qu'elle est verte, c'est de la jouer dans un deck où vous allez défausser un maximum de cartes de votre adversaire pour pouvoir la jouer au moment où votre adversaire n'a plus rien en main, ou alors on s'est assuré qu'il n'ait plus d'unité à jouer et qu'il n'ait que des cartes actions ou autre. Donc j'aime beaucoup la carte, mais elle s'inscrit dans un type de deck qui est assez peu aimé des joueurs dans le TCG, c'est les decks qui vont avoir pour effet de meuler ou de défausser les cartes des mains. Mais je trouve ça incroyablement fun de renforcer cet archétype, ces decks, puisque ce sont des decks quand même qui font partie des TCG et que je trouve très dur à jouer, mais ô combien intéressant. Alors après on a Mickey Mouse. Mickey Mouse c'est une 1-1 pour 2, c'est rigolo parce que les stats sont pas folles, mais vous l'aurez compris, tout l'intérêt c'est durant votre tour. Chaque fois que ce personnage en bannit un autre via un défi, vous pouvez jouer un personnage gratuitement. C'est très 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 dur à mettre en place, puisque ça va nécessiter que c'est très 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 dur de mettre en place, ça va nécessiter de descendre les points de vie d'un adversaire jusqu'à 1, que votre adversaire du coup incline un de ses personnages, soit pour aller l'orer, soit pour faire toute autre chose, et avec Mickey Mouse, ça va nécessiter d'aller le terminer pour pouvoir en jouer gratuitement. C'est très fun, à voir si on peut pas lui donner charge ou autre, mais ô combien dur à jouer, je pense pas qu'on le verra de sitôt, à moins qu'il y ait, comme je viens de le dire, des decks où il y a des unités qui peuvent donner charge à d'autres, et donc votre adversaire ne le verra pas venir et va se faire Mickey Mouser. On a Bagheera, donc Bagheera c'est une 4-3 pour 5, alors ancrable heureusement, qui l'or à 2, c'est plutôt cool, qui est rempart. Bon, avec 3, on se doute qu'elle ne va pas résister à beaucoup d'attaques, mais il faut que tu sois brave, lui permet de faire, lorsque ce personnage est banni durant le tour d'un adversaire, d'où l'intérêt avec rempart, infliger 2 dommages à chaque personnage adverse. Donc on peut supposer que le personnage qui l'aura banni, s'il n'est pas mort par Bagheera, va se faire terminer par son effet, et ça va permettre d'aller terminer ou entamer les petites unités de l'adversaire. Donc j'aime beaucoup Bagheera, parce que c'est une carte qui permet d'embêter grandement votre adversaire, de l'empêcher de faire certaines choses, et justement, Bagheera au final elle combote plutôt bien avec le Mickey, puisque avec les 2 dégâts qui vont être mis à chaque personnage adverse, il y en aura peut-être un dans le lot qui aura le petit dégât qui reste, et donc Mickey pourra les terminer. Donc on a fini pour cette session un petit peu de cartes, de reveal. Il y en avait beaucoup, j'ai essayé d'être assez concis, que ça dure pas très longtemps. S'il y a des bêtises que j'ai dites ou qu'il y a des cartes qui peuvent comboter avec d'autres et des bons supports, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Franchement, ça me ferait grandement plaisir d'en apprendre beaucoup plus sur ce jeu, parce qu'au final, c'est vrai qu'avec Star Wars, j'ai donné beaucoup de temps à notre TCG. Ce TCG est ô combien intéressant et ô combien profond. Et ce que j'aime beaucoup, c'est sa simplicité d'apprentissage.
Pour ceux qui verront cette vidéo avant le Festival de Cannes, écoutez, je vous donne rendez-vous là-bas. Si vous voulez nous voir, on y sera avec l'équipe des cartes sur table, à la fois sur les stands de Star Wars Unlimited et de l'Orcana. N'hésitez pas à venir nous faire un coucou. Quant à moi, il ne vous reste plus qu'à vous dire à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, ça nous aiderait énormément, notamment pour la référencer, la faire remonter, et ça nous encourage énormément, surtout que ce jeu me plaît beaucoup et j'ai énormément envie de m'y investir. Je vous dis à la prochaine, c'était Astier pour les cartes sur table. Ciao.